Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui on va avoir quelque chose un petit peu différent, un podcast avec un invité ici, Tristan, pour moi, qui est un spécialiste du Web3, du monde décentralisé, spécifiquement tout ce qui est NFT et memecoin. Je vous expliquerai comment est-ce que je suis arrivé à le rencontrer aussi. Et ce que je pense qu'on va faire pour le début de cette vidéo, tout simplement, avant de dire comment gagner de la thune avec le Web3 et puis qu'est-ce que ce monde va nous apporter, peut-être si tu peux poser le cadre un petit peu, je voudrais que l'audience comprenne un petit peu qui tu es, tu vois. À part ce gars, voilà, qui fait des NFT, des meme coins. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, Tristan, s'il te plaît, rapidement, quand on te demande qu'est-ce que tu fais, tiens. On te demande qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds? Alors, bon, déjà bien, bonjour à tous. Je m'appelle Tristan, sur les réseaux TristiETH. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'essaye d'apprendre aux gens, pédagoguement, le Web3, surtout ce qui est décentralisé. Donc, comme tu as dit, les NFT, les memecoins. Pourquoi ces deux domaines-là? Donc, 2021, j'ai surfé sur cette vague des NFT qui est arrivée juste après quasiment les tops sur les cryptos. Et je me suis intéressé tout simplement, j'avais déjà dans ma tête cet écosystème des NFT, cette partie-là, depuis mars 2021. Quand Gary Vee en a parlé sur les réseaux, il a expliqué qu'il y avait des NFT, etc. Je me suis connecté sur OpenSea, j'ai absolument rien fait. J'ai juste créé un compte. Pour la petite anecdote, il y avait des singes, je savais pas du tout ce que c'était à ce moment-là. Ils étaient pas du tout chers. Aujourd'hui, ils auraient rapporté beaucoup d'argent, mais j'étais débutant, j'ai entendu parler d'NFT, je comprenais absolument rien, même que j'étais déjà dans la crypto depuis un moment. Et puis voilà, je me suis dit des images comme ça me branche. J'ai fait mes recherches donc de mars à octobre, et en octobre ou en septembre-octobre, je me suis dit attends, là il y a un autre projet qui a été partagé par une personne que je suis sur les réseaux, et depuis là j'ai fait, je sais plus comment j'ai fait de profit, mais en quelques heures 1200 ou 1400 dollars, et de là je me suis dit ok, bon, ça c'est fait, c'est un truc qui fait de l'argent, je me suis mis à fond, et puis voilà. Et ensuite pour les mêmes coins, deuxième petite anecdote, donc j'ai un ami aux US où on fait pas mal de services ensemble avec Instagram, etc. Enfin des services, peu importe. Et avril 2023, il me contacte. Je lui avais rendu un service pour 1000 dollars en crypto, en Ether. Et quelques jours plus tard, il me dit, investis dans ce token-là. Un mec qui me parle jamais de crypto à part Bitcoin. Le reste, c'est tout bullshit, etc. Et il me parle de PP. Donc, je vais sur PP. PP a 200 000 de market cap. Pas besoin de faire les calculs, etc. Moi, je viens d'avoir un enfant depuis pas longtemps. Il était petit, il venait de s'endormir. J'ai dit à ma femme, il faut que... Enfin, lui m'avait dit, investis tes 1000 dollars que je t'ai payé. Là-dessus, tu fais le million. Et moi, j'ai dit, ouais... Je vais pas me presser. Lui, il parle que des cryptos qui sont du Bitcoin qui va lentement, etc. Je connaissais pas du tout les mêmes coins, à part Dodge, Shiba, etc. Les grands, mais je me suis pas dit pendant le bear market, il y a un token qui va partir et qui va aller to the moon. Et je me connecte le lendemain, puisqu'il m'envoie PP sur WhatsApp avec les yeux. Il est déjà à 2 millions de market cap. Donc on a déjà fait 200 000 to 2 millions. Et là, je me suis dit, ok, bon, je suis dans la crypto depuis longtemps, FOMO. Tu rentres pas, ça va pas le faire. Il me disait, mais 2 millions, c'est encore rien, c'est encore rien. J'ai dit, ouais, j'y vais pas. Et finalement, l'histoire, le 5 mai, c'est 1000 investis. Donc, le 13 ou 14 avril, je sais plus la date de sortie exacte, mais le 5 mai, lui, il a fait 1 million avec ce token-là. Et moi, j'ai pas du tout investi jusqu'à là. Voilà. Effectivement. Effectivement. Donc, du coup, ça t'a donné envie d'aller creuser un petit peu plus les meme coins après, en me disant, voilà, c'était peut-être la nouvelle période, la nouvelle tendance après donc 2021 l'NFT, peut-être que c'était ça qui arrivait. Et effectivement, l'année dernière, en tout cas, moi, ça a été de la folie. Et après, moi, je suis surtout un vieux aussi, hein, Bitcoin, Doge, Shiba Inu, etc. Après, mais j'ai mis des gros billets et ça fait plaisir, effectivement. Donc, en fait, tu te définirais comment dans la crypto, en fait? Toi, tu es un investisseur, tu es un créateur, parce que bon, on a le côté pédagogue, mais toi, ton profil dans la crypto, dans les meme coins, dans les NFT, du coup, c'est investisseur et tu flippes les trucs, quoi. Alors, je dirais que j'ai deux côtés. Je suis pas non plus que dans le décentralisé, le Bitcoin, l'Ethereum et Solana. Pour moi, ça reste quand même enfin, voilà, ça reste la crypto, ça reste l'essentiel. Sans ça, on n'a rien. Par contre, après, je suis dans l'idée d'aller chercher du rendement. Donc, investisseur, mais aller chercher du rendement. Et généralement, dans le business et même ça, c'est la même chose pour la crypto. Quand tu vas aller chercher du rendement, il faut aller sur la vague. Il faut pouvoir prendre la vague au moment où elle arrive. Tendance. Les NFT, la tendance quand elle arrivait,
J'ai été dessus, mais comme un bourrin, vraiment, parce que voilà, je me suis dit, tu peux faire 1200 balles ou 1600 en quelques heures, bah, tu peux le répéter plein de fois. Pour les mêmes coins, c'est exactement le même style. J'ai vu devant moi, alors je l'ai pas pris le PP, mais j'ai vu un mec qui a fait en 15 jours 1 million avec 1000 balles. Ça veut tout dire. Ça veut dire que il y a de l'argent à faire, et je suis aussi dans cette partie-là à faire de la recherche, à essayer bah, tout simplement de faire du profit. Mais j'ai les deux côtés. J'ai quand même une partie investisseur sur du plus long terme, etc. Sur la base de la crypto, quoi. Ok. Ok. Investisseur et spéculateur, alors, on va dire. Ah, t'as dit vite fait, à l'instant que ça faisait quand même un moment que tu étais dans la crypto. Je pense que pour mettre le cadre aussi, pour bien te connaître, ça peut être intéressant de se dire, de se poser la question. Ouais, t'as touché à pas mal de choses, du coup. Tu nous parles maintenant de Bitcoin et des grands classiques, on va dire, tout de Solana aussi, qui est un des gros maintenant, même si c'est lié un petit peu aux meme coins aussi. On a eu toute l'histoire avant, FTX et compagnie. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton histoire? C'est quoi ton parcours dans le milieu? Comment est-ce que t'as découvert ça? Et comment est-ce que tu arrives du coup à après terminer dans ce monde-là plus spécifique? Alors, découvrir. J'ai découvert le Bitcoin. Voilà, ça va peut-être vous faire sourire, etc. En jouant à Dofus, il y a très 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 Oh, longtemps. trop bien. C'était, Ok, ok. j'ai Je joué suis à aussi Dofus. vieux, je sais. Il y avait des gens qui parlaient de ce moyen d'échange. J'ai jamais été dessus. Je sais plus à combien il était au moment où, mais je suis jamais allé dessus. Je comprenais absolument pas à ce moment-là ce que c'était. Et ensuite, j'ai parlé avec une personne qui est proche de chez moi, qui habite chez moi au fitness. On a discuté et il m'a parlé que lui il minait de l'Ethereum en 2000. C'était début ou fin 2017. Et c'est là que je me suis dit attends, l'Ethereum il était autour des 80-100 dollars. Je me suis dit attends, il y a un Bitcoin qui continue de monter. Et là, j'ai commencé un peu à me former là-dessus, à comprendre ce que c'était. Et c'est là que j'ai acheté vraiment ma première crypto, donc qui était Ethereum. Et puis après, de fil en aiguille, ben, je suis arrivé. Alors, ce qui est compliqué avec la crypto, c'est que si t'as pas du cash flow qui arrive à côté, c'est très compliqué. Et surtout à l'époque, quand il y avait pas les mêmes coins, t'avais pas de play. C'était pas. T'as ton Ether à 80 et 2 semaines après, il a 3000. Ça n'existe pas. Donc, j'ai vite compris la réalité, que je pouvais en acheter, mais qu'il fallait du cash flow qui vient d'un endroit. Et je me suis mis à fond dans le e-commerce, et j'avais un moment pas mal de sites, etc. Et c'est grâce à ça que je pouvais en fait mettre de l'argent dans la crypto, ce qui faisait, ben, en fait, ça fait un cercle, et puis voilà. Puis après, j'ai arrêté totalement l'e-commerce parce que faute de, voilà, tu travailles, il faut toujours se renouveler, etc. Et la crypto, comme tu le sais, c'est presque plus intéressant. Je suis beaucoup plus Web 3 que Web 2. Même que le Web 2, c'est intéressant aussi, mais voilà, répondre à du SAV tous les jours, etc., c'était pas ma tasse de thé. C'est ce qui m'a sorti du truc aussi. J'ai fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi, j'avais mes business, etc. Et puis après, j'ai investi. Bon, bien évidemment, dans l'immobilier, dans les métaux précieux, dans les stocks, les actions, et un petit peu en crypto. Et au final, c'est la crypto qui a le plus multiplié. Et un peu la même logique. Après, du coup, tu restes dans ce monde-là et puis t'arrêtes tout ce qui est du vieux monde, import-export. Je faisais aussi du e-commerce, des choses comme ça. Presque la même logique. Sauf que toi, vraiment, t'es parti dans ces images de singes. J'ai pas fait ça, moi. ETH, j'ai profité de la narrative, je profite des tendances, comme dans l'import-export, j'en parlais beaucoup, les tendances, les choses comme ça. J'ai toujours surfé dessus. Et du coup, moi, je voyais que toutes les ICO, par exemple, aussi, donc, c'est un NFT, tu vois, à chaque fois, la base, c'était ETH. Donc voilà, moi, je partais surtout dans l'accumulation d'ETH avec les revenus du business, les choses comme ça. En plus de Bitcoin, et ça fait sens. Mais effectivement, tu as des plus beaux multiplicateurs dans NFT et meme coins, mais aussi plus de risques. Donc, on va en parler aussi, ça. NFT, comment est-ce que... Ouais, t'as découvert ça, en fait, avec Gary Vaynerchuk. Intéressant, je savais pas que tu le suivais aussi. Grand fan, je suis un grand fan, j'adore. Je suis Très bien, très fan de ce mec. Son histoire de A à Z, ses livres, je les ai lus, je suis très fan de ce gars, ouais. Excellent. Alors maintenant, ça fait un moment que t'es là-dedans, meme coins et NFT. T'as vu les choses de l'intérieur. T'as vu un petit peu les rouages de tout ça. Avant de parler des risques, je pense qu'un des plus gros problèmes qu'on a, c'est qu'on a quand même beaucoup de débutants qui se lancent là-dedans. Donc déjà, il y a le problème des gens qui veulent mettre leurs économies là-dedans et puis faire que ça, plutôt que d'utiliser des revenus qui viennent d'ailleurs et investir une partie, ce qui est quand même beaucoup plus safe et qui vont souvent all-in et tout perdre et ça finit mal. Mais qu'est-ce que tu vois comme erreurs les plus courantes que font les gens?
Alors, il faut se rendre compte, pour faire très simple, les risques sont beaucoup plus gros aujourd'hui sur le même coin que sur les NFT. Tout simplement parce que la NFT, elle peut prendre plus de temps. Pour moi, c'est un investissement plus long terme. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'arnaques dans les NFT. En 2021, il y a beaucoup de gens qui ont rug et qui sont partis avec la caisse. Mais tu avais quand même un petit temps sur quasiment tous les projets, vu qu'il y a tellement de hype qui est arrivé d'un coup. Tu peux prendre, j'ai travaillé avec 150 projets, tu peux, sur quasiment tous, il y avait un moment où tu pouvais te payer et gagner de l'argent. Et ce qui est bien dans les NFT d'un côté et qui est moins bien de l'autre, c'est que quand tu vends une NFT, tu vends 100% de ta position. Ça veut dire que si tu as pris 20 euros, tu les as pris. Si tu as pris 100 euros, tu les as pris. Si tu as pris 1000 euros, tu les as pris. Dans les mêmes coins, tu peux vendre 20%, 10%. Tu sais pas trop. Certains, voilà, ils savent pas trop que faire. Ils ont pas une réelle stratégie. Et c'est surtout la stratégie qui va faire le risque que tu prends réellement, en fait. Donc, si tu as une stratégie et que tu suis ta stratégie dur comme fer, tu vas t'en sortir plus que les personnes qui viennent et qui font... Pour moi, c'est un casino en ligne. Il n'y a pas d'autres règles. C'est d'un côté, tu as les gagnants, de l'autre côté, tu as les perdants. Et voilà. Ouais. Ouais, Mooncoin, c'est du PVP, effectivement. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et ceux qui gagnent, ils sont quand même en quantité infime. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une bonne éducation, justement, et comprendre un petit peu ce milieu. Et je pense que la première chose que les gens ils doivent apprendre, c'est comment éviter les risques, comment éviter de perdre de l'argent avant d'essayer d'en faire. Alors, tu dis que les NFT, tu vends toute ta position. Mais alors, moi, je fais NFT comme je fais les meme coins. Hein. Alors, j'en fais pas beaucoup. Hein. Vraiment, j'aime pas trop ça. Mais quand j'en prends, souvent, j'en prends plusieurs. Quand ça double en prix, j'en vends la moitié. Même logique du break-even, comme je fais avec quasiment tous les tokens, à part Bitcoin que j'accumule quand même beaucoup. Et ce que j'enseigne à mes enfants, derrière mes enfants, ils ont suivi tes narratives à l'époque aussi. J'ai initié à la blockchain. Pour moi, l'éducation, c'est aussi essentiel. Et ils tradent sur Base, mes enfants, leur wallet Web3 OKX, Toshi, Moshi, The Base God et compagnie. Et voilà, ça double, tu vends la moitié. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire tes propres stratégies, etc. Mais avoir au moins une gestion du risque, éviter de perdre de l'argent. Je pense que la première chose à regarder avant d'essayer de gagner de l'argent. Mais ouais, intéressant. Vite fait, tout à l'heure, tu nous parlais de PP que t'as pas acheté. Grosse erreur, ouais. Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. T'as raté des opportunités. Il y a le problème du FOMO et compagnie. Si on voulait faire rêver un petit peu les gens, est-ce que avec un meme coin, t'en as un que t'as acheté et qui a vraiment très très bien performé? Alors, Le truc, t'as gagné combien en un seul jour avec une bêtise comme ça où tu nous dis voilà, ça peut monter comme ça, comme les NFT, tu vois? Tu l'achètes 10, 20, 30 dollars. Le lendemain, il a 1600 dollars. Est-ce que tu as quelques petites anecdotes croustillantes avant qu'on rentre justement dans le détail et comment faire ça? il y a deux anecdotes qui sont sympas. Je peux t'en mettre je peux t'en mettre deux sur le même coin et une sur NFT. On va commencer par les NFT, c'est moins croustillant, et puis on va décaler. Voilà. NFT, on a une période où les gas fees sont énormes. Sur ETH, ouais. Ouais. Mais quand je dis énorme, c'était vraiment énorme. Moi, j'avais une whitelist pour un projet et j'ai vu l'engouement qu'il y avait sur le projet. Je sais plus combien c'était le volume au moment-là, mais j'en ai repris une. Le prix de vente était à 3000 dollars par NFT. Les gas fees au moment-là étaient à 800 dollars par NFT. Donc j'ai payé 3800 dollars pour une image, et c'était aussi un singe parce que c'était Prime Up Planet. Je conseille pas du tout d'investir, je le dis là, mais je conseille pas du tout d'investir dedans. Aujourd'hui, c'est tombé, etc. Et j'ai acheté ça avant le reveal. Ça veut dire que tu savais absolument pas ce que tu avais comme NFT au moment-là. Et bon, au moment du reveal, j'ai eu de la chance. Elle était top 600 sur les 10 000. Et j'ai réussi à la revendre 21 000 avec les frais sur OpenSea, et à l'époque les frais créateurs qui étaient obligatoires. Je m'en suis sorti avec 18, 19 000, 15 000 balles de bénéf. Maintenant, pour comparer NFT et Memecoin, les deux plus gros multiples de mon groupe, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon groupe, je prends toutes les positions. Donc voilà, les deux plus gros multiples de mon groupe, c'est Baron Trump, que j'ai annoncé en avril 2024, que j'y croyais à fond parce que voilà, fils de Trump, etc. On était dans une année d'élection. Pour moi, t'es aussi dans mon groupe, donc t'as pu le voir, j'avais mis une thèse, etc. que Trump allait être président. Voilà, peu importe, c'est arrivé ou pas arrivé. En vrai, c'est arrivé. Mais donc j'avais pas mal de convictions là-dedans. Je suis rentré, je crois, avec 0,5 ou avec un Solana, autour des 27 000 de market cap. Donc on est monté à 38 millions.
J'avais vendu en plusieurs fois, mais j'ai fait plusieurs milliers, dizaines de milliers. J'aime pas parler de chiffres réellement sur Internet, mais voilà. C'est une position où j'ai fait pas mal d'argent. Et la deuxième position, c'est le plus gros multiple de mon groupe. Et là, je peux te donner beaucoup d'exemples, etc. Donc c'est Brocoli sur BNB. Là, les gens de mon groupe qui ont fait de l'argent, c'était voilà. CZ avait annoncé qu'il allait tweet à 17h. À 20h Le hors nom de son Dubaï, chien. à 17h qu'il allait tweet son chien, etc. Donc j'avais mis à tout le monde, j'avais préparé que tout le monde soit prêt avec un bot, que tout le monde soit prêt avec du BNB. Parce que dans le game là, si t'as pas de bot, tu oublies. Et là, j'avais préparé les gens à 17h13, parce qu'il a laissé un peu de suspense aux gens, et il a tweeté son chien, qui était Brocoli. Et je l'ai envoyé à 60 000 de market cap. 4 heures plus tard, il était à 104 millions. Donc voilà, pour les petites anecdotes, il y a une personne de mon groupe qui a été mangée avec sa femme. Il a mis 200 dollars. Il est sorti avec 44 000 dollars le temps d'un souper en 1h30, enfin d'un dîner en 1h30 de position. Donc voilà, moi, pour être transparent, j'ai mis un BNB, enfin j'ai mis 0,1 pour tester, pour être sûr, parce qu'avant d'envoyer au groupe, si j'étais solo, j'aurais été avec 1 sans regarder, etc. J'ai mis 0,1 à 25 000 et j'ai mis 1 à 60 000 BNB, mais je suis sorti en plein de fois parce que la sécurité avant tout, j'ai pas fait un BNB tout 1733. Voilà. Même que j'aurais pu rester plus longtemps, mais je suis sorti avec plusieurs dizaines de milliers de dollars de bénéfices là-dessus. Alors là, tu dis un truc. Il y a deux choses intéressantes. Déjà, première chose, c'est que tous les tokens ne vont pas to the moon. Et deuxième chose, savoir prendre ses profits et avoir une stratégie pour prendre ses profits. Parce que c'est beau de rêver, se dire ok, il y a un token, il a fait fois 1000, fois 10 000, peu importe. Si j'avais mis $1 au lancement, maintenant j'aurais 1 milliard. Bon, ok. Mais en fait, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Il faut savoir prendre déjà break-even ou prendre break-even plus un peu de profit. Parce qu'on joue sur la quantité aussi. Il y a aussi voilà, des meme coins, des choses comme ça où ça va pas fonctionner du tout. Donc faut jouer sur les chiffres. Et puis, voilà, après, quand ça fait x5, x10, etc., toujours récupérer un petit peu de profit parce que ça peut rechuter vite, ça peut se faire rug, ça peut se faire hack, ça peut, voilà, avoir un problème avec la communauté ou un drama et compagnie, et ça, c'est important de le noter aussi. Donc voilà, on a commencé en donnant des chiffres, des choses qui font rêver, mais il faut aussi rappeler ça. Et tu l'as déjà dit à demi-mot, donc j'apprécie beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la sphère de crypto et sur Twitter et compagnie. Ou voilà, ça fait rêver, mais ouais, ils se rendent pas compte que derrière il faut avoir un plan, une stratégie, etc. Que toi tu rappelles plusieurs fois et que j'apprécie beaucoup. Du coup, quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, tu vends pas. Exactement. Je pars du principe aussi, là je peux donner 2-3 exemples si ça t'intéresse, mais Parce que j'avais préparé une question, tu vois, est-ce qu'il y a un truc que tu as vendu et que tu as regretté parce que du coup après ça moon quand même, etc. Mais de ce que je comprends en fait, c'est que si le truc il a pas pris, tu vends pas et puis t'attends. alors c'est de nouveau des maths. Pour moi, même coin, NFT, tout ce qui est avec de l'argent, c'est des maths. Ça se peut, enfin, je vais te donner des cas concrets. Sur je sais plus combien d'annonces qui ont pas marché, j'en ai une qui était méga, que j'avais annoncé en septembre, où j'avais mis de l'argent dessus, qui est tombé à rien du tout, 17 000 de market cap, qui a dormi pendant 5 mois, et un jour, Elon Musk a écrit Mega Make Europe Great Again, et le jour-là, de mon annonce de base, donc je parle même pas de tout en bas du sol, du sol c'est plus que fois 1000, du moment où je l'ai annoncé, c'était fois 84. Ça veut dire que je considère, c'est des maths, que si tu avais gardé toutes tes positions et que celle-là, t'as des positions qui sont gagnantes, hein, mais dis toutes tes positions perdantes, celle-là, elle te rattrape tout simplement. Pour moi, c'est Exactement. mathématiquement, c'est ça. C'est ça, comme les VC. Alors moi, je connais pas mal d'investisseurs de VC, des venture capitalistes. Ils vont investir dans des projets à 25 000 par là, 50 000 par là, etc. Et au final, il y en a qu'un sur 10 qui fonctionne. Mais celui qui fonctionne, ça couvre tout le reste, quoi. C'est juste des mathématiques, en fait. Et ça fait tout à fait sens de voir ça comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais aussi, faut pas all-in dans un projet en disant, ouais, celui-là, c'est l'avenir. Du coup, je vais mettre toutes mes thunes dessus. Et au final, ça aura pas marché. Vaut mieux répartir le risque et répartir les probabilités et s'en sortir avec un profit. Même, encore une fois, si tu vends aussi par palier et pas faire autant que ce que tu aurais pu faire avec des si, mais avec des si, voilà, tu mettrais pareil en bouteille, comme ils disent, que tout perdre, tout simplement. C'est quand même con de tout perdre. Il y en a beaucoup qui perdent tout.
Avant d'aller attaquer la question qui sera sur les narratifs, comment est-ce que toi tu trouves toutes ces bonnes idées, tous ces projets, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi aussi j'aime bien être en contact avec toi. Si je suis un débutant aujourd'hui, j'y connais rien à la crypto. Je veux me lancer dans ce truc, je veux découvrir un petit peu ce monde décentralisé, mais toi, t'achètes des tokens, des cryptos, des choses comme ça, tu passes pas par un exchange, quoi. Tu passes par un wallet Web3 et compagnie. Moi, j'y connais rien. On me parle de swap, on me parle de bridge. Tu me dis, il me faut des tokens BNB et que je fasse ça de manière décentralisée, alors que c'est le truc de Binance. Voilà, je suis nouveau dans ce domaine-là. Comment est-ce que je vais me frotter au monde décentralisé à l'avenir, un petit peu comme les gens faisaient avec le Bitcoin avant qu'il y ait tous ces échanges centralisés? Alors, j'irai regarder des vidéos, apprendre ou me former chez quelqu'un. Mais la première solution, c'est vraiment d'aller apprendre par soi-même. Et le meilleur apprentissage, et ça restera toujours la même chose, c'est le faire par soi-même. C'est pas que quelqu'un te le mâche. Je peux le dire avec certitude parce que après avoir accompagné 500 personnes, je sais que si tu montres de A à Z, mais en faisant en ce que la personne fasse, ou si c'est toi qui le fais, que t'es par téléphone, tu lui dis clique sur le bouton droit, va sur là, va ici, va là. La seule personne qui aura retenu, c'est la personne qui l'a fait elle-même une fois. Donc, à ces personnes-là, je dirais, déjà, formez-vous, apprenez, regardez, même avec ChatGPT, quels sont les wallets qui sont décentralisés. Alors que ce soit Phantom Wallet ou autre. Il existe des bots de Telegram, il existe sur plusieurs exchanges des wallets Web3 aujourd'hui. Et essayez avec des petites mises, tout simplement. Je le fais encore aujourd'hui, moi. Si je fais une transaction, peu importe le montant, je mets 5 balles en test parce que dans la vitesse, dans la précipitation, tu peux absolument tout perdre. Et la blockchain, contrairement aux banques ou autres, il n'y a pas un service client que tu peux téléphoner. Oui, alors j'ai fait ça. Il y a plus personne qui pourra t'aider. Ouais, ouais. Moi, des fois, je fais pas les tests. Ouais, mais tu sais, ça... Et voilà. Non, je sais, j'ai souffert plusieurs fois. Je me fais avoir. et Allez. c'est donc ça, c'est la première chose que je ferais. C'est de se former et d'essayer par soi-même. Et la deuxième chose, c'est peut-être d'aller chez quelqu'un qui a de l'expérience. Après, c'est voilà, il faut aussi regarder la personne, etc. Mais apprendre par soi-même, c'est totalement possible dans le Web3 et voilà. Non, mais c'est ça, tu prends un petit peu de thunes et puis tu mets ça de côté et puis tu fais des tests. C'est ce que je fais avec mes enfants. Du coup, je te disais qu'ils traitent sur Base. Ils ont le wallet OKX Web3. Et puis voilà, ma fille, je lui ai donné, je sais pas, 50 balles. Mon fils, je lui ai donné, je sais plus, 150 $, tu vois. Et puis ils font par eux-mêmes et ils apprennent. Ils font pas de bêtises. En fait, ils font pas vraiment de bêtises. Ils font attention et ils sont sérieux. Ils sont sages. Mais ils pourraient très bien faire des bêtises que ça serait pas un problème, tu vois. Et c'est ça qu'il faut, c'est justement tester, aller voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, faire des essais, prendre des trucs qui seront pourris, etc., mettre en place ta stratégie. Mais ouais, tout simplement aller dans ce monde-là, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui est pas encore mainstream et les opportunités, elles sont là maintenant pour en reparler après. Si t'y vas pas, si tu fais pas le travail, personne va le faire à ta place. Et le jour où c'est mainstream et où tout est voilà pré-mâché, où tout est déjà sur les exchanges centralisés, etc. Forcément il y a moins d'opportunités aussi. Mais effectivement, ouais, se former, c'est pour ça que effectivement la pédagogie YouTube c'est génial pour ça aussi. Hein. Vraiment, YouTube, t'as tout sur YouTube. Alors moi j'échange beaucoup avec toi ces dernières années. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais extrêmement bien et qui m'intéresse parce que moi je suis un vieux, tu vois, dans ce domaine je suis un vieux et dans ma façon de penser je suis un vieux, très Bitcoin, très Litecoin, très voilà traditionnel même. Je te disais les NFT, ça m'intéressait pas. Les meme coins un petit peu moins, sauf certains. Bon, il y a d'autres gens qui sont plus décentralisés et d'autres qui étaient plutôt mainstream comme Shiba Inu, etc. qui m'ont fait pas mal de thunes. Et après avoir fait beaucoup d'argent là-dessus en 2024, début 2024, fin 2023. J'étais revenu en contact avec toi parce que je sais que tu es dans ce domaine-là et tu es très très bon pour suivre les narratives. En fait, tu as vraiment un œil, tu as un flair où tu arrives à voir les informations avant les autres, avant que ça soit mainstream en fait, tu vois. Et du coup, alors moi j'ai la facilité, hein, plutôt que de me casser la tête parce que je m'amuse déjà suffisamment avec mes trucs, je vais demander à Tristan. Mais si tu devais expliquer un petit peu, voilà, quand tu vois un projet qui commence à buzzer, quels sont les signaux que tu regardes? Qu'est-ce que les gens ils peuvent regarder? Tu vois, aujourd'hui, ils regardent cette vidéo YouTube. Je veux qu'ils aient de la valeur un petit peu, tu vois. Et je veux qu'ils sachent, tiens, ok, il faut que je fasse attention à ça parce que si je fais attention à ça, je peux peut-être voir la prochaine tendance. Qu'est-ce que c'est une narrative déjà?
Qu'est-ce que c'est une narrative? Narrative. C'est une tendance du marché, donc je pars du principe. Alors après, j'ai une très 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 bonne mémoire, donc je peux me rappeler de beaucoup de meme coins, et à force de voir, en fait, tu comprends, voilà, les narratives. Pour être simple, je vais en citer quelques-unes ici. Euh, Dans les meme coins, ce qui compte beaucoup, c'est les grenouilles. Donc PP a lancé la narrative, mais tu rigoles, mais il y a plein derrière de grenouilles qui fonctionnent parce que PP a marché. Ensuite, t'as les chiens et les chats, bah Shiba, voilà, Toshi, t'as ces trucs qui sont, bah en fait, devenus des narratives. Et après, t'as des tendances qui sont un peu moins connues, mais avec Fartcoin, des tendances comme ça, au SPX, qui eux créent des tokens, des narratives. En fait, c'est un token qui monte et qui montre au monde entier, tout simplement, qu'il y a une tendance qui arrive là-dessus. Et généralement, dans ce milieu, et même dans tout business en soi, quand un business fonctionne très bien, t'as plein de personnes qui essayent de prendre la lumière sur la chose-là, et ça crée des tendances. C'est comme ça pour la mode, c'est comme ça pour tout au final. Et ça marche pour les Oui, mêmes coins dans la même chose, dans la même stratégie. mais ça, tu le vois où? Parce que, par exemple, si tu regardes Twitter. Quand tu regardes Twitter, généralement, c'est déjà trop tard, en fait. Toi, tu Mais regardes, tu les trouves où ces narratifs? Tu les trouves où ces communautés? Tu les trouves où ces meme coins? Dex Screener, c'est mon meilleur ami. Non, mais je suis très très souvent sur Dex Screener. Donc voilà, je sais à peu près quand une narrative elle part. C'est la locomotive. J'appelle ça la locomotive. Elle démarre et puis t'as souvent derrière des wagons que tu peux aller chercher pour imager le truc quoi. Ok, t'as des méta, on va dire, et derrière, t'auras des sous-narratives ou des choses qui réexploitent la même chose où tu te dis, ok, là, il y a du potentiel. En tout cas, la probabilité, encore une fois, c'est des maths aussi, Ouais. que ça fonctionne, celle-là, elle est bien. Il y a aussi quelque chose que tu expliques juste à l'instant, mais voilà, c'est avec l'habitude. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et puis avec l'habitude, tu sais reprendre effectivement à voir si un truc va fonctionner. Comme moi, par exemple, on me présente un projet crypto, souvent, tu peux savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que c'est du vent ou est-ce qu'on a quelque chose de solide derrière. Donc effectivement, l'expérience peut aider aussi, et c'est beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de gens maintenant, je trouve, sur les meme coins, spécifiquement sur Solana, où les gens essaient vraiment un petit peu trop de manufacturer le truc. Tu Comment est-ce que tu sais quand c'est pas du talk, tu vois? Où justement des gens, voilà, ils ont vu qu'il y a la méta et ils font ça, comment est-ce que tu sais que ça va prendre? Tu vois juste avec, Dex Screener, avec, les informations, par exemple sur les premières heures du lancement du token, quand le truc il passe par exemple de Pump.fun à Dex Screener ou des choses comme ça? Ou est-ce que des fois, voilà, le truc il plante juste quand c'est lancé et tu peux te gourer quand même? Alors le marché memecoin a extrêmement changé, a extrêmement évolué. Au début, quand je donnais des annonces et que j'avais un plus petit groupe qu'aujourd'hui, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de site internet où tu pouvais bundle un projet, donc tu le faisais assez manuellement, et il y avait très peu de Mmh. personnes. Pump.fun par exemple, Ouais, mais ouais, c'est même Pumpfun, ouais, mais qui était pas forcément là. Ça passait par Radium, etc. Et t'avais ton truc. Et aujourd'hui, en fait, on est arrivé dans une ère où, bah, en fait, c'est déjà la guerre des bots. Donc, les plus rapides, ce sera des bots. C'est la guerre aussi des devs contre les personnes qui essaient de faire de l'argent. Parce que t'as des devs, ils font, aujourd'hui, t'as des personnes qui ont créé 5 tokens à la suite, avec 500 wallets différents à chaque fois, etc. Et donc, pour ça, j'ai un outil, que j'utilise depuis quelques mois, depuis 5-6 mois, qui est sous le scanner. C'est un bot sur Telegram où tu rentres ton adresse et là tu peux voir s'il y a des snipers, tu peux voir si il est bundle. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas juste avec tes yeux sur Dex Screener, il suffit que la narrative elle est là, comme tu l'as très bien dit, et au final, le mec il a 70% de la supply et il te dump à la gueule. Donc mmh. voilà, c'est ça qui est compliqué. Le marché a beaucoup évolué dans le sens là. Après, c'est pour ça que je Maintenant préfère aller sur Base, qui est moins scam à l'heure actuelle, ou ouais. sur Ethereum, que sur Pour ça, Solana. je disais spécifiquement sur Solana aussi à l'instant, parce que c'est là où les gens voient la plupart des choses. C'est là où la plupart des gens sont, et du coup, c'est là aussi où sont la plupart des skins et les trucs peu qualitatifs. Donc Base, effectivement, de ce côté-là, c'est un peu plus sympa, effectivement. Et en plus, sur Ethereum,
ça risque d'être prometteur, je pense, dans le futur. Peut-être un petit peu moins violent en push que ce qu'on peut voir parfois sur certaines chaînes, mais je pense que l'avenir sera radieux, notamment pour certains meme coins plus connus, dont ceux qu'on a évoqués tout à l'heure que les enfants ont, mais ils les ont depuis un moment déjà. Parlons un petit peu de ce monde décentralisé. C'est quand même le Far West. Il y a beaucoup de scams. Si on se fait scam, on ne peut pas aller se plaindre à personne. C'est quoi les vrais bénéfices à arriver tôt dans un truc comme ça où c'est vraiment le Far West, c'est vraiment le bazar, tu vois, pour ne pas être vulgaire, tu vois. On arrive dans ce monde décentralisé, on dit aux gens, allez découvrir ce nouveau monde, soyez les pionniers, etc. Mais on leur dit en même temps, il y a des rugs, il y a des scams, tu peux pas te plaindre à personne. Si toi en plus tu fais n'importe quoi, tant pis pour toi. Est-ce que le ratio bénéfice-risque est quand même plutôt positif? Alors, autant pour les mêmes coins que pour les NFT, quand tu arrives avant tout le monde, je peux certifier que tu vas faire de l'argent. Parce que oui, tu vas te casser la gueule, mais 3 à 5 projets NFT, les premiers que j'ai achetés pour faire des tests, ils ont jamais marché. Je comprenais absolument rien et voilà. Et pour les mêmes coins, c'est la même chose. Les premiers projets que j'ai achetés, j'ai pas fait des x10. Bien évidemment, même aujourd'hui, je fais pas que des x10. Hein. C'est un milieu qui est compliqué. Mais il faut toujours partir du principe que si tu as une stratégie, que ça soit le Far West ou pas, tu feras de l'argent. Alors, après, il faut comprendre où t'es, mais c'est dans n'importe quel business, c'est pas que dans la crypto, c'est pas que dans le Web3, c'est pas que dans le décentralisé. Si t'investis avec toujours une part égale d'argent, prenons 10 dollars comme exemple, et que t'en as que sur 100 tokens, t'en as un seul qui fait il fait x 1000, voilà, t'en as un seul sur 100 tokens. Et que t'as pris ton x2 et que tu t'es payé même sur la durée, que tu gardes quand même un moonbag, donc que tu gardes une petite partie de ta position toujours sur ton wallet en attendant que ça monte, alors que tu es déjà en bénéfice, tu seras rentable. C'est de nouveau des mathématiques. Par contre, après, si tu vas et que tu mets tout dans une seule position, ou que tu vas et que tu connais absolument pas le marché, c'est plus que le Far West. C'est un casino à ciel ouvert, je le dis toujours. Pump Fun, moi, j'y mets pas les pieds. C'est très rare que j'envoie des annonces Pump Fun parce qu'il y a 27 000 tokens qui sortent par jour. Sur les 27 000, il y a je sais pas combien, j'ai pas les chiffres exacts de combien de tokens viennent sur DexScreener, mais c'est pas 26 000. On est plutôt de l'autre côté. Ouais, clair. Voilà. Alors, ça matche un petit peu la prochaine question que je voulais te poser, mais c'est intéressant, toi. La prochaine question que je voulais te poser, c'était si tu as 1000 balles aujourd'hui, on va dire 1000 euros, une connexion Internet, un mois devant toi. Tu fais quoi concrètement? Tu splits ça, du coup, un petit peu, tu l'as dit à demi-mot, tu splits ça en 100 fois 10, Ouais. et du coup, tu vas aller tester un petit peu le terrain et prendre 100 opportunités et regarder avec les mathématiques, la gestion du risque et une stratégie de take profit, si tu peux faire un gros multiple alors. Alors, pour moi, dans ta question, si tu as 1000 euros et que tu dois investir et tu as un mois devant toi avec une connexion Internet, forme-toi, mais ton meilleur ami, ça sera soit Pump Fun, enfin, ça peut être Axiom, où il y a les tokens qui sortent et que tu arrives à avoir une narrative très vite, ce que aujourd'hui, je peux pas faire personnellement parce que je dois renvoyer l'information à des gens. Et le temps que j'envoie l'information à des gens, on est déjà, si le token part, il sort à 4, 5 000, il est très très vite à 20, 50, 100, 200 de market cap. Donc, je peux pas le faire forcément. Mais si j'étais une personne comme ça, lambda, et qui pouvait aller sur le marché, j'irais sur Axiom et je regarderais, j'apprendrais toutes les narratives et sur DexScreener et je passerai 13, 14, 15 heures par jour. J'ai une personne de mon groupe que tu connais aussi, hein, qui aujourd'hui vit de ça, des mêmes coins, que je me rappelle au début quand il a rejoint le groupe, c'était pas du tout son monde, c'est pas un expert de la finance ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui il passe ses nuits là-dessus parce que beaucoup se passe aux US et il gagne son argent comme ça et il passe des heures et des heures et des heures. La loi des 10 000 heures, elle compte aussi dans la crypto et dans le Web3. Pour expliquer la loi des 10 000 heures, c'est fais quelque chose 10 000 heures pour devenir un expert, mais pour voilà. Déjà, si t'as 1000 heures, t'as 1000 heures d'avance qu'une personne qui a zéro. Donc, tu seras meilleur que la personne là. L'expérience compte énormément. Tout à fait, effectivement. Se former et puis
y mettre le temps et l'énergie. Et ça marche pour tout, que ce soit le business, apprendre une langue ou découvrir ce monde de la crypto. Effectivement, il faut y mettre le boulot. C'est pas le casino. On ne doit pas voir ça comme le casino. C'est le casino parce que beaucoup de gens voient ça comme ça, en fait. Mais en fait, nous, on doit aller voir ça comme de la probabilité, de la statistique, des mathématiques. C'est comme ça que je le vois aussi. Ok, top. Bah top. Écoute, si les gens ont des questions sur tout ça, bien évidemment, on mettra les liens vers tes sociaux dans la description de cette vidéo. Je voulais terminer un petit peu cette interview ou cette discussion qu'on a, ce podcast, ou je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, avec quelques questions sur le futur, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, on a vu ton histoire, on a vu ce que tu fais maintenant, mais on a parlé aussi des tendances, des narratives, et bah ouais, t'es pas juste un spectateur dans ce monde-là, t'es aussi un acteur, tu travailles aussi à construire tout ce qui est pédagogie, t'as un podcast aussi, des choses comme ça. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur toi et parler de comment est-ce que tu vois le marché évoluer et est-ce que toi, par exemple, tu construis quelque chose actuellement dans ce marché? Est-ce que tu as un projet aussi? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Alors, pour moi, j'ai une vision déjà très long terme sur le Web3. Tu le sais sûrement, j'ai écrit un livre déjà sur la tokenisation, qui est pour moi un sujet, mais un des grands sujets de ces prochaines années. Chaque jour, on s'en rapproche. C'est la possibilité d'investir dans des immeubles, dans des actifs, peu importe, partout dans le monde, sans avoir des millions. Et ça, en fait, ça coupe le fait que c'est uniquement les personnes ultra riches qui peuvent acheter des choses et que tu peux acheter juste ta petite part. Donc, Ça, en c'est plus, tu peux acheter partout dans le monde, ouais. Ouais, c'est ça. Ça peut être aux États-Unis, même que tu habites en France, ça peut être en Thaïlande, ça peut être n'importe où. Tu peux l'acheter parce que voilà, l'actif est tokenisé et tu peux investir dedans. Donc ça, c'est la première chose. C'était déjà donner du savoir par écrit, un milieu que j'adore, la tokenisation, et que je pense, alors pour l'instant j'ai rien créé, on verra dans le futur si j'en ferai, j'ai pas mal d'idées là-dessus, mais j'ai pas été plus loin que ça pour l'instant. J'ai juste écrit un livre, c'est déjà la première chose. C'était cette expertise dans les RWA, je pense qu'on pourra, tu auras des opportunités, hein. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est réel. Ensuite, j'ai un projet, il faut que je le peaufine, je l'ai sorti, mais je sais pas si t'as vu passer, c'est Legatio. C'est Ah oui. tout ce qui se passe après la mort, aujourd'hui avec la crypto. Donc, il y a J'aime bien, beaucoup j'adore. de fonds qui sont perdus parce que les gens, ils ont J'en ai pas. parlé à pas mal de personnes à Las Vegas. Vas-y, dis-moi tout, ça m'intéresse. Bah, On va remettre j'ai. une demi-heure là-dessus, c'est parti. Non, Mais c'est important pour moi. J'ai des enfants aussi. Après, on y Ouais, pense, nous, tu vois. T'as des enfants mais aussi. voilà, je dois Vas-y, reprendre dis-moi. dès le truc. J'ai fait un truc, on verra. Il est sorti, il est pas final, mais en gros, pour moi, je trouve que, mais c'est un sujet important. J'ai aussi des enfants, donc j'y ai pensé. Mais ma femme, pourtant, je parle de crypto tous les jours, je mange crypto, je dors crypto, etc. Elle serait pas capable, je pense, de récupérer l'argent qu'il y aurait sur des comptes crypto. Donc tout simplement, je me suis dit, si ma femme ne peut pas, alors la femme d'une personne qui a pas du tout de connaissances, pas du tout d'expérience dans la crypto, mais comment elle ferait pour le récupérer, à part si c'est sur une plateforme, bien évidemment. Mais dès que tu parles de décentraliser, voilà. Et donc j'ai ce projet-là qui fait que en fait, tu récupères 6 mots parce que 12 mots ou un cloud, etc. Ça devient trop risqué aujourd'hui avec le hack, avec l'intelligence artificielle, etc. Ça devient très très risqué. Donc tu récupères 6 mots d'une personne. Il y a tout un formulaire où les personnes doivent répondre. Et puis, tu mets 2 bénéficiaires, dépend du package que tu prends, 2 bénéficiaires pour récupérer cet argent. Exemple, toi, tu fais ça, tu peux mettre ta femme, tes enfants, peu importe. Et le jour où, contre preuve officielle, donc il faudra informer les bénéficiaires qui sont bénéficiaires, contre preuve officielle, je te donne les 6 mots que j'ai. Et toi, tu dois avoir, dans le formulaire, il y a l'autre partie où elle est, si elle est chez un notaire, si elle est dans un coffre-fort, si elle est, peu importe. Si elle est autre, tu peux mettre autre. Et là, selon le plan que tu as pris, tu as un accompagnement. Parce que c'est bien, tu as tes 12 mots, voilà. D'avoir 12 mots, si tu sais pas si c'est du Bitcoin, si c'est de l'Ether, si c'est de Solana, c'est déjà plus la même chose pour aller chercher ton argent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la personne qui a acheté de la crypto, elle a acheté de la crypto, donc elle a fait le chemin dans un sens. Donc elle a été sur un exchange, elle a fait soit un virement, soit payé par carte, et ensuite elle a été sur du décentralisé. Par contre, là, on vient dans l'autre sens. Ça veut dire que la personne, elle a jamais eu d'exchange, elle sait pas du tout où elle doit envoyer ses fonds,
elle sait pas du tout qu'il peut y avoir des problèmes de blockchain. Si t'envoies du Solana sur le blockchain base, comme on en discutait avant, bah, les fonds, il y a plus personne qui peut t'aider. Il y a pas un endroit où tu peux téléphoner, bonjour, j'ai fait cette transaction-là. C'est fini, perdu à jamais. Et donc, il faut l'accompagner, la personne, bah, du point de décentraliser jusqu'au compte en banque. Parce que si la personne, elle s'est pas intéressée juste à ce moment-là à la crypto, je pense pas qu'elle va réellement s'intéresser quand son Elle veut conjoint récupérer l'argent soit surtout, défunt. ouais. C'est passionnant. J'adore ça, c'est important. Moi, j'ai un système en place actuellement qui utilise la reconnaissance faciale en zero knowledge proof. Alors, c'est compliqué au niveau technique, qui fait que, par exemple, là, j'ai un wallet de test parce que c'est un projet sur lequel je suis conseiller, consultant, je sais pas comment ce qu'on dit. Si mon wallet, au bout d'un moment, par exemple, après 2 ans, il n'y a pas eu de mouvement, ou 3 ans, ou 5 ans, tu le configures comme tu veux, la personne peut se connecter avec l'adresse, elle a une adresse, et elle peut se connecter avec cette adresse plus son visage. C'est zero knowledge proof, donc tu peux pas retrouver non plus le visage, tu peux pas savoir c'est qui ou n'importe quoi sur la blockchain et débloquer le wallet. C'est vraiment utile, mais il n'y a pas toute cette partie accompagnement, etc. C'est plus la technologie et en plus éviter aussi tout ce qui est avoir des mots qui traînent par-ci par-là parce que là ça peut être compromis. Les mots, c'est un problème. Si le notaire, il sait qu'il y a des mots et qu'il sait où est-ce que sont les autres mots et tu sais combien il y a, etc. Encore une fois, le monde décentralisé, c'est un peu le Far West. T'es jamais vraiment à l'abri. Ça me fait un peu flipper. Mais voilà, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. C'est quelque chose qui me passionne aussi et qui m'intéresse beaucoup. C'est important pour moi. On pourra en rediscuter. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo spécifiquement sur tout ce qui est héritage, sur tout ce qui est voilà comment tu fais cette question de la mort, tout simplement. Pas de souci, avec plaisir. C'est Moi, pas un j'en ai parlé sujet, beaucoup à c'est pas un Las sujet Vegas. joyeux. Excuse. Non, mais moi, j'y pense tout le temps. Enfin, c'est bête, mais j'y pense très souvent. Et à Las Vegas, j'arrêtais pas d'en parler. Les gens ils me trouvent peut-être agaçant, etc. Mais à chaque fois, je leur demandais, tu vois, et si je suis mort, il se passe quoi? La plupart des gens ne savent pas répondre. Tu sais Alors que toi, t'amènes le sujet sur la table, ça fait plaisir. tu sais les chiffres? Non? 89% des gens ne savent pas quoi faire, enfin, ne sauraient pas prendre l'héritage de son conjoint ou de la personne de sa famille. C'est violent. C'est, Donc ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot et je suis content que tu y réfléchisses aussi. Ok, top. Top. Du coup, j'ai perdu le fil parce que ça m'a passionné, ça. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, voilà, les projets futurs, etc. Donc, Legacio, t'appelles ça actuellement. ouais, Qui, c'est, qui... le site est sorti, etc., mais je me suis Mais tu m'as placé, pas envoyé ça, moi, j'ai pas vu. voilà, mais je l'ai envoyé dans le groupe. Je me suis placé, je pense, sur du haut de Trop de gamme. messages dans ton groupe. Ouais. C'est vrai que ouais. C'est pour ça, moi, quand j'ai une question, je te contacte directement. Ouais. On va tout lire. Je me suis placé sur du haut de gamme. Je pense que je vais revoir les prix, c'est tout, mais sinon, le site est en ligne, hein. Tu peux, je l'envoie après le live, il y a pas de, enfin, le podcast. Parce que voilà, c'est un sujet franchement qui est très important et comme je te dis, 89% des gens auraient pas de Ça va être solution de plus en plus au important. moment Là, la où. tendance, elle va être énorme hein, parce que, voilà, on a pas mal de gens là-dedans et forcément, les gens, ils vont mourir. Donc, c'est Ouais. un gros problème. Un gros problème, une grosse question. Ouais. Ok. Écoute, ouais, j'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions spécifiques sur le futur. Je pense que ça couvre pas mal de choses que je voulais évoquer sur le futur et ça me donne vraiment ta vision, donc ça me plaît. Je voudrais terminer vite fait sur quelques questions en rafale, des questions qu'on me pose tout le temps, que tout le monde évoquait, pareil à Las Vegas ou à Dubaï ou n'importe quoi aux conférences où je vais, tu vois. Ouais. C'est Bitcoin. Il va aller à quel prix? Il va aller à quel prix quand? Quand est-ce que tout va se casser la figure? Quand est-ce que tout va pumper, etc. Donc, petite question en rafale. Alors, je réponds rapidement. Ouais. L'idée, c'est pas de perdre du temps là-dessus, mais juste, voilà, souvent, on me les pose ces questions, donc je les pose maintenant à tout le monde. Je les pose à Stéphane Livera, je les pose à John Perkins, ou je les pose à, tu vois, quand je fais des interviews et tout ça, quand on rencontre des gens sympas, etc. Je leur demande toujours les mêmes. Première question. Quand est-ce que tu vois le Bitcoin à 1 million? Ils sont tous à dire Bitcoin va arriver à 1 million. Toi, tu le vois pour quand? 2030. 2030. 2030, dans 5 ans. Ok, t'es pas le plus rapide. Je pense que c'était Arthur Hayes qui m'avait dit le plus rapide dans 3 ans. Mais t'es dans la moyenne. Ok. Selon toi, quel pourrait être le pire
Black Swan Event, comment est-ce qu'on dit ça en français? La pire catastrophe, le pire drame qui pourrait nous tomber dessus, qui va faire que tout va se crasher. C'est arrivé plusieurs fois. Bitcoin s'est crashé plusieurs fois, moins 70%. Alors, je sais pas si on peut le refaire sur Bitcoin maintenant avec toutes les institutions et tout ça et les États qui s'y mettent, mais on pourrait avoir un gros crash crypto global. En tout cas, ça c'est sûr, qui nous tomberait dessus. Selon toi, qu'est-ce que ça serait cette fois-ci? Après les trucs qu'on a vécu comme FTX et autres Donc, crypto, catastrophes, hein. mon Gox. Ouais, on va dire crypto global. Ah ouais, parce que pour moi, Bitcoin, aujourd'hui, il redescendra Bitcoin, c'est dur. probablement plus autant qu'il est descendu. Ouais, c'est dur. Mais en vrai, à part des hacks, des gros hacks de grosses plateformes, il y a beaucoup de lois qui ont été mises en place depuis FTX, donc je pense qu'on est assez sécurisé sur les exchanges, même que je considère pas qu'il faut mettre ton argent sur les exchanges. Mais voilà, c'est... Un gros hack, moi, j'aurais du mal à imaginer un gros hack. T'as Bybit, là, qui s'est fait hack 1,5 milliard et il s'est rien passé. En Ouais, fait. bah justement, j'ai pas vraiment un événement. Moi, j'ai que des Black Swan events, mais positifs. Des trucs Bah voilà. Alors, ça, j'en ai. tu penses pas qu'on peut avoir des gros crashs comme on a eu par le passé et je pense que la data nous le montre aussi. Hein, de toute façon, la volatilité, les crashs, etc., ça reste de plus en plus faible. Hein, la tendance va dans le bon sens, donc je pense aussi. Par contre, quel pourrait être le catalyseur, le plus gros catalyseur pour que tout pète? Ben, il est en train de se mettre petit à petit en place. C'est que les plus grosses sociétés, on va dire que si 50% du S&P 500 accepte le Bitcoin, investit dans le Bitcoin, etc., voilà. Mais même pas 50%, je pense qu'on peut aller à 20%. Que des pays suivent les États-Unis, que des pays suivent le Salvador. Voilà. C'est l'adoption de masse qui se rapproche petit à petit de nous, en fait. Alors, adoption de masse, mais là, tu parles surtout des gouvernements, des institutions. Je pense pas que ça peut venir des particuliers. Je pense que le plus gros du travail, ça va être fait par les sociétés, les institutions et les gouvernements. Ben, aujourd'hui, si tu prends les C'est stats, triste. aujourd'hui, si tu prends les stats, c'est les gouvernements, les institutions qui achètent, et c'est les retail et les particuliers qui vendent. Donc, la data est claire. Dernièrement, c'est le retail. Le retail, il est pas là. Ouais. Ouais. donc voilà. Ok, tu penses que ça va continuer dans cette lancée? Je pense aussi. Mais c'est triste. Ça me rend triste. J'ai pas dit, j'ai répondu à ta question. J'ai pas dit joyeux ou voilà. Mais Ouais, non. C'est ça, c'est le catalyseur actuel. C'est vrai que moi, à chaque fois, j'essaye de dire, voilà, est-ce que l'éducation des masses, le peuple, etc., parce que c'est ça, Bitcoin, tu vois, c'est bottom-up, tu vois, c'est la masse, le peuple, les gens normaux, toi, moi, qui allons renverser les élites, etc. Mais c'est pas ce qui se passe, donc voilà, c'est toujours un peu triste. Autre question, ton token préféré? De tous les tokens, Bitcoin. De tous les tokens. Bitcoin. Alors, on va dire top 3, dis donc. Bah, Bitcoin, Ether, Solana. Ok. T'es presque dans le même ordre que moi, ouais. Bitcoin, Ether, Solana, BNB, pourquoi pas. On aurait dû parler des nouvelles chaînes aussi, comme Sui et compagnie. On pourra en reparler peut-être plus tard. Parce que toi, t'es bon là-dessus aussi. Token, le pire token. Si tu pouvais effacer un token de la surface de la Terre, de la surface du Web 3, ça serait lequel? XRP. Je vais me faire tuer, mais XRP. Pourquoi? Bah, Pourquoi XRP? pour moi, c'est autant, comme on en discutait off caméra, mais c'est autant un même que, il y a rien derrière. En vrai, c'est du délit d'initié à la base. C'est plus de 99% de la supply qui a été achetée et chaque vrai pump où on voit, il y a un des deux fondateurs, ou je sais plus combien ils sont, mais qui vend sur la commu, c'est tout. Par contre, ils ont une très belle armée derrière. Ça, je peux pas le nier. Belle commune. Un très bon lobbyiste. Bon marketing. On peut pas enlever ça, effectivement. Non, je fais style, pourquoi XRP, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a pas de souci là-dessus. Et dernière question. Alors, généralement, tu vois, j'avais envie de poser des questions là pour faire une ouverture un petit peu plus philosophique, réfléchir à d'autres choses, etc. Mais avec ton truc Legatio, là, déjà, tu m'as bien eu. Mais grosso modo, voilà, tu veux laisser quoi derrière toi dans ce monde-là? Tu veux qu'on se souvienne de toi? Pourquoi? Moi, quand je dis je veux devenir ambassadeur de la décentralisation, j'avais cette idée aussi de, bah voilà, je veux faire quelque chose, je veux contribuer à tout ça, et je veux laisser ma marque. Toi, tu veux laisser quoi derrière? Alors, comme je l'ai dit au début, j'ai une vision long terme dans le Web3. Donc, je build au maximum. C'est aussi pour ça que j'ai fait un groupe. Parce que pourquoi un groupe? Ça te permet d'avoir une communauté. Alors, ça a des avantages et des inconvénients sur un lancement. Mais voilà. Tu peux plus te louper comme tu le faisais peut-être auparavant.
T'as direct plein de personnes qui le voient, mais j'ai vraiment envie de build le maximum que je peux dans le Web3. Parce que pour moi, le Web3, c'est magique. Je te donne même, là, j'en ai parlé très brièvement ces derniers temps, mais je suis en train de faire un deuxième livre, et ce deuxième livre, il va être sur le crypto gaming. Sur ce qui va se passer dans les prochains mois, années. La crypto et les jeux vidéo vont s'allier à un moment. J'ai déjà fait plusieurs podcasts là-dessus Je parce que je pense. vois... Ouais, je suis sûr. On a pas mal de trucs qui ont foiré, hein, Axie Infinity et compagnie, ça a jamais pris. Pourquoi est-ce que ça prendrait maintenant? Tu vois, Intéressant. Sandbox, par exemple, dans les datas de nouveau, ils ont plus de joueurs aujourd'hui que quand c'était tout en haut. Donc voilà, c'est comme tous les marchés. Il faut un moment pour que ça monte. Le Bitcoin, il est pas monté à 100 000 la première année. Il a fallu Là. du temps, du temps que les gens y croient, que les gens comprennent, etc. Et les jeux vidéo, autant les NFT, hein, je mets crypto gaming, je te mets des tokens, mais je te mets aussi des NFT. Si aujourd'hui tu peux aller jouer avec ton NFT, avec ton petit singe dans un jeu vidéo comme Fortnite où il y a des skins, Tout à fait. Mhm. c'est voilà pour dire que Fortnite, mais ça deviendrait intéressant. Effectivement. Intéressant. Ok. Ok. Bien, écrire des livres, c'est sympa aussi. Laisser une trace avec des livres, c'est bien aussi. J'aime. On mettra les liens vers tes livres. C'est sur Amazon et compagnie, on peut Ouais, trouver c'est sur ça. Amazon. Top. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Beaucoup de valeur. J'espère que voilà, la commu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les transférez. On se fera un second épisode éventuellement. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'évoquer plus en profondeur avec toi, que ce soit des blockchains un peu mineurs qui sont en train de prendre. On aurait pu parler, je sais pas, d'Arbitrum, de Sui, de choses comme ça. Il y en a une autre sur laquelle tu étais beaucoup dernièrement, mais je sais plus c'est laquelle. Abstract. Abstract, oui, effectivement. Euh, les choses, tout ce qui était aussi, voilà, héritage, famille, éducation, tout ça, on pourrait retravailler. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se fera éventuellement un autre épisode. Et encore une fois, merci pour ton temps. Et à très bientôt. Avec grand plaisir que je viens faire une partie 2. Et puis il y a des bons sujets intéressants à venir parler. Et puis voilà. Je pense que j'ai donné de la valeur et j'ai répondu à tes questions pour que vous en connaissiez un peu plus sur moi. Et puis voilà. Top. Merci.